toutes et à tous, bienvenue sur Agile is not enough, le podcast où on vous parle d'agilité de ligne, de pensée systémique et toutes ces petites choses qu'on adore implémenter chez nos clients. Je suis Jalil, le doc de Reactive, accompagné de mon compère de toujours, Val. Comment ça va? Yo, 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 ça revient de vacances, je suis au top du top. Ah, ça se sent, mon Val, ça se Et sent. toi, ça va, mondial? Au top, au top. J'ai fait Rome il y a pas longtemps, j'ai fait le Jura il y a pas encore moins longtemps. Ça fait du bien. Le mec est complètement jetlagué. Mais carrément, j'ai changé de time zone 15 fois, tu te rends Oh pas là compte. là là là, c'est terrible. Bref. Allez, on a le plaisir aujourd'hui de recevoir un super coach agile, Clément. Clément qui va nous parler d'un sujet qui, je suis sûr, va évoquer beaucoup de choses chez nos auditeurs. La prise en compte des émotions, un tabou. Clément, j'ai dit t'es coach agile, t'as un truc qui te définit, c'est que tu cherches non seulement l'efficacité dans le delivery en tant que coach, donc delivery du produit, mais aussi l'épanouissement des équipes, car tu considères que le deux vont de pair, ce qui me semble absolument sensé. C'est sans doute lié à ton double bagage, d'après ce que tu dis, c'est que tu es non seulement un agiliste aguerri, mais en plus tu es un accompagnant en développement personnel. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose? Hello, oui, bonjour, bonjour Jalil, le doc. Salut Val, je suis très content moi aussi de vous retrouver. J'ai trouvé que tu avais très bien décrit, donc écoute, pour ce qui me concerne, rien à ajouter sur la description que tu viens de faire. Plaisir Fabuleux. partagé. Merci beaucoup. Et voilà, c'est effectivement quelque chose qui est fondamental pour moi, d'accompagner les équipes, les entreprises, en ayant toujours en tête ce curseur de l'épanouissement de chacun, qui pour moi va toujours de pair avec cette recherche d'efficacité, comme tu le disais. Excellent. C'est marrant parce que souvent, j'ai rencontré des coachs qui étaient pas toujours à l'aise avec l'idée de efficacité, performance, parce que c'est souvent des notions qui sont très perverties dans le monde de l'entreprise vers des choses qui sont pas forcément ultra productives in fine. Mais je pense qu'on va pouvoir les aborder avec ton sujet, les émotions, est-ce un tabou? Alors, la première question, sans transition, que j'ai envie de te poser sur les émotions. Pourquoi les émotions dans le milieu professionnel sont très souvent considérées comme tabous, bien qu'elles se manifestent constamment dans toutes nos interactions? Effectivement, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup. Alors, il y a beaucoup de choses qui jouent là. Il y a souvent la crainte d'être intrusif, la crainte de franchir la barrière entre pro et perso, parce que en entreprise, il y a souvent cette croyance qu'il faut être rationnel, hein, pour être pro, qu'il faut avoir du recul et donc qu'il faut laisser les émotions à la porte en entrant. C'est cette croyance assez répandue, hein, qui fait que côté managérial, on croit qu'en abordant les émotions avec ses équipes, on risque d'ouvrir une boîte de Pandore, hein, qu'on joue les apprentis sorciers alors qu'on maîtrise pas le sujet, on n'est pas psy en fait, hein, donc c'est peut-être moins risqué finalement de pas les aborder, alors qu'en fait, c'est tout le contraire. C'est au contraire plus risqué et même dangereux de pas les prendre en compte. Et puis du côté des collaborateurs, là, il y a cette croyance qu'en exprimant ses émotions, on sera pas professionnel, là encore, qu'on risque d'instaurer une gêne vis-à-vis des collègues, voire des jugements, qu'on va être jugé comme non professionnel. Et puis on a peur de montrer ses faiblesses, sa vulnérabilité. Donc on a tendance à enfiler une carapace, un masque, voilà, un peu une forme de protection, une prise de distance, comme si on pouvait en fait laisser les émotions à la porte en entrant et puis les reprendre en sortant le soir. Alors qu'on sait très bien que ça fonctionne pas comme ça, hein, qu'on est avec ces émotions et puis que quand elles sont niées, quand elles sont refoulées, elles finissent par ressurgir malgré nous. À des moments où on s'y attend le moins, elles peuvent jaillir avec une intensité qui peut surprendre la personne elle-même, ou au contraire continuer d'être étouffée. Et là, ça peut provoquer des dégâts psychologiques ou même une somatisation, hein. Il y a un psychologue célèbre, Jacques Salomé, qui disait tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc en fait, en n'exprimant pas ce qu'on a comme émotion, ça risque de générer effectivement des dégâts psychologiques et parfois même des douleurs, des maladies, des burn-out, toutes sortes de choses qu'on veut éviter, sachant que ces émotions, elles nous mettent en mouvement
puisque émotion, ça vient du latin emovere, ça veut dire mettre en mouvement. Donc en fait, elles sont là pour nous inviter à agir, à nous mettre en mouvement. C'est pour qu'on exprime, qu'on s'exprime, qu'on fasse que nos besoins soient pris en compte. Ouais, totalement. Moi, j'avais une question parce que, enfin, on arrive sur le sujet des émotions, donc il y a 1000 choses à dire, mais il faut essayer de commencer quelque part. T'as dit tout à l'heure, on sait que les émotions, si on les exprime pas, elles ressortent. Mais en vrai, est-ce que à l'échelle planétaire ou humanitaire, on le sait vraiment? Parce que moi, ce que j'observe, c'est quand même une sacrée timidité par rapport à ça. Donc toi, coach, ou nous, accompagnants de l'humain, ça nous parle. Mais globalement, est-ce que c'est vraiment le cas qu'on sait que les émotions sont quelque chose qu'il faut prendre en compte aujourd'hui? Tu as raison de définir ce on quand je disais on le sait très bien, c'est vrai que nous, Bah oui, entre nous, on le sait très bien, mais que c'est pas conscientisé chez tout le monde. Il y a cette croyance et c'est ce que je disais quand on dit oh là là, c'est moins risqué de pas les aborder, c'est vraiment ne pas avoir conscience de tous ces effets néfastes, de pas donner la place à l'expression des émotions justement. et en même temps, c'est dans la construction personnelle de chaque personne aussi. Il y en a, tu vas les mettre face à leurs émotions ou tu vas les dire de leur prendre en compte. Ils vont te regarder déjà comme très bizarrement, et puis surtout, ça va être tellement refoulé de base que, tu vois, enfin, on peut dérouler C'est pas tellement un naturel. truc, ouais, c'est pas naturel Mm. du tout. Et C'est donc, pas dans le milieu naturel. du travail, c'est encore moins naturel. Le monde du travail s'est construit sur les émotions, c'est à la maison, et le travail, c'est au boulot, quoi. Bah Enfin, écoute, tu vois, il y a une expression toute américaine qui peut-être va changer, évoluer à l'époque actuelle, mais it's only business. There's nothing personal. Tu vois? C'est-à-dire qu'on laisse les émotions personnelles, entre guillemets, à la maison, comme tu dis, Val, et au boulot, c'est business, donc tu restes soi-disant rationnel, machin. Ouais, mais il y a cette grande croyance que nos décisions sont fondées uniquement sur un raisonnement rationnel, argumenté, machin. Et moi, ce que j'aime dire à chaque fois, c'est qu'on adore rationaliser. Ça, on fait ça très bien. On trouve tous les arguments pour justifier nos actions, nos comportements. Mais l'autre, c'est un abruti, mais ceci, mais cela. C'est tellement facile de justifier ça comme ça. Par contre, une analyse rationnelle, c'est complètement autre chose. Alors, Clem, pour rebondir encore plus loin sur ce que tu dis, il y a une chose qui est importante pour les entreprises, pour les organisations en général, c'est l'idée de la productivité des employés. Et ça, on en entend parler énormément. Ok? Et il y a énormément d'initiatives, en tout cas dans les grandes organisations, ça c'est sûr, autour de l'amélioration des conditions de travail. Alors la question, c'est comment la prise en compte des émotions permet d'aboutir à cette amélioration de la productivité, de l'environnement, de travail, ainsi de suite. Bah, écoute, pour répondre à la question, il faut aussi déjà commencer par avoir en tête en quoi la non prise en compte de ces émotions peut au contraire contribuer à empirer les choses, hein, puisque ça va de pair. On voit très bien de nombreux effets néfastes d'émotions refoulées ou niées. Ça peut être les burn-out, on sait que quand une personne fait un burn-out, c'est terrible, c'est vraiment une tragédie pour elle, mais c'est aussi très, très dur pour les équipes. Pas seulement parce que la personne est absente, est plus là pour faire son job, mais aussi parce que ça a un effet négatif sur les autres, hein, ou pour d'autres qui savent se mettre en retrait, ça sera plutôt qu'ils quittent le job ou la mission, il y aura un turnover important, avec la difficulté de trouver des gens, ensuite de les former, de les faire monter en compétences, et cetera. Puis ça peut amener une mauvaise ambiance dans l'équipe ou dans le service, une baisse de motivation. Il y a beaucoup de beaucoup de conséquences, au fait de pas prendre en compte ses émotions. Il y a il y a beaucoup d'émotions différentes qui cherchent à s'exprimer. Il y en a une qui, à mon sens, en tout cas d'après ce que j'ai pu constater, il y en a une qui me semble être la plus fréquente en entreprise, c'est la peur. Il y a beaucoup de peur de pas être à la hauteur, de pas assurer, de pas, donner satisfaction, de pas être maintenu à son poste, et De se cetera. faire blâmer. Et exactement. Donc et là, quand on nie, le message de la peur, ça peut avoir des conséquences graves parce que ça veut dire qu'il y aura une pression croissante jusqu'au burn-out, il y aura une dévalorisation et cetera.
Pourquoi? Bah, parce qu'il y a pas de limite à la charge mentale, à la charge de travail, qu'il y a du jugement sur soi-même, parce qu'on a une crainte de demander de l'aide, d'afficher ses faiblesses, on n'a pas de prise de recul. Donc, heu, tout ça, c'est très néfaste, alors qu'à la base, la peur, elle vient avertir d'un danger. Elle indique que je me sens pas en sécurité, que j'ai besoin d'être, rassuré, protégé. Elle m'invite à être prudent, à prendre des précautions avant d'agir. Donc à la base, il faut bien avoir conscience que cette émotion est saine, comme toutes les émotions d'ailleurs. Donc, elle vient délivrer un message qu'il est important d'entendre. Par contre, le fait de pas tenir compte de ces avertissements pour, rectifier la situation, là, ça devient dangereux. Donc, si je cite un exemple, mettons que j'ai la conviction que proposer une manière agile de travailler ensemble, ça apportera du positif à tous les niveaux, mais que si je le propose, peut-être j'entraînerai pas l'adhésion des collègues, des managers, je risque d'être jugé négativement, peut-être j'ai peur pour mon poste, pour ma place, et cetera. Et ça va peut-être m'amener à laisser perdurer une forme de fonctionnement qui peut être toxique pour moi, voire pour mes collègues et tous les autres. Et c'est là où c'est important de prendre en compte cette peur, d'accompagner la personne, de lui permettre d'exprimer ça et de lui apporter cette réassurance, pour, qu'il puisse proposer ce qu'il a à proposer et que ça puisse, permettre d'apporter, tout le positif que ces idées, ces initiatives peuvent apporter et débrider justement l'énergie, et la créativité de chacun. Ouais, alors je comprends tout à fait et je suis ultra d'accord avec ce que tu dis, mais je peux que comprendre aussi un auditeur là qui est complètement largué ou du moins qui se dit bah, c'est lunaire comme discours, genre ça n'a rien à faire là, etc. Du coup, moi la question que je me posais c'est toi en tant que coach, du coup, est-ce que c'est quelque chose auquel tu vas faire attention? Et même est-ce que dans ton mandat, dans ton travail, enfin quand tu vas accompagner les équipes, c'est quelque chose sur lequel tu vas accompagner? Parce que tu as parlé d'accompagnement en développement personnel dans ta description, mais demain, tu es coach agile dans une entreprise, par exemple. Est-ce que tu vas aller faire un détour, entre guillemets, émotion, pour aller sensibiliser les gens autour de ça? Enfin, c'est quoi ton approche là-dessus? Parce que ça semble très décorrélé quand même pour l'instant, tu vois. De l'extérieur, hein, bien sûr. Ouais, bien sûr. Alors effectivement, c'est important de d'aborder ça et il y a une manière de l'aborder justement parce que, pour l'aborder, il s'agit pas de forcer les gens. Tu disais, il y a des gens qui sont pas, habitués, Jalil le disait aussi tout à l'heure, des gens qui n'ont pas appris, déjà dans le domaine perso à exprimer leurs émotions et encore moins dans le domaine pro. Donc quand on leur dit tout d'un coup: «Allez-y, exprimez-vous», ça peut être compliqué. Oui, t'as Ce des qu'il levées de faut bouclier, ouais. bien ce qu'il faut bien amener en tant que coach, et puis c'est également le cas si on est manager ou autre, c'est, d'amener un espace, qui donne la possibilité de s'exprimer sans forcer la personne. Donc s'il y a un espace où certains s'expriment, ceux qui veulent pas s'exprimer s'expriment pas, c'est OK. Petit à petit, ça peut mettre les gens en confiance. Ça, c'est un point important. Donc déjà, il y a des étapes à amener petit à petit parce que déjà il y a des rituels, dans l'agilité, puisqu'on est dans un mode de fonctionnement où on met l'accent sur, une démarche d'amélioration continue. Donc on sait qu'on a par exemple les rétrospectives qui sont un espace déjà pour exprimer, nos points de vue. C'est pas toujours les émotions, mais déjà pour exprimer, les difficultés que je rencontre, ce qui me va pas et c'est une porte d'entrée pour, exprimer ses émotions. Hmm. Ça peut être aussi en daily, proposer une météo de l'humeur. Moi, j'ai déjà fait ça, j'accompagnais, une équipe, je leur disais: «Voilà, il y a les petites vignettes, avec le soleil, nuages, pluie, orage. Chacun met, la sa météo de l'humeur aujourd'hui et ceux qui veulent disent pourquoi. Moi, j'ai mis orage parce que je suis vraiment fâché contre l'autre équipe qui nous, fournit pas ceci, cela». Un autre va dire: «Moi, je mets pluie» et c'est tout. Il va pas dire pourquoi, il a pas envie d'exprimer ses émotions et c'est OK. Et peut-être qu'au bout d'un moment, au bout d'une semaine, un mois, un certain temps, à force de voir d'autres s'exprimer, la personne qui était un peu plus timide, elle va se sentir à l'aise pour s'exprimer. Hmm. Et donc, ça va venir petit à petit, que ce soit, dans les rétros, les délits, je le disais, ou même dans des points un peu informels, ça peut être dans des ateliers, il y a plusieurs formes pour ça. Et ce qui est pas mal aussi, en tout cas moi j'ai souvent fait quand j'accompagnais les équipes en tant que Scrum Master, typiquement, c'était de modéliser. Ça, c'est très important pour moi. J'exprimais moi-même mes propres émotions. Faut pas dire: «Bah, vas-y, à toi, exprime tes émotions». Hmm. Non, moi, j'exprime mes émotions. Si tu veux exprimer, toi qui vois, mais moi, en tout cas, je vais exprimer les miennes et en général, ça a souvent été très bien perçu. J'ai exprimé, en toute transparence mes peurs,
ce qui me mettait en colère ou ce qui me rendait triste. Et ça aide vraiment les gens à se sentir à l'aise et à se livrer à leur Ouais, tour. tu crées cet environnement de sécurité psychologique qu'on a déjà évoqué dans d'autres épisodes, qui permet aux gens de finalement atteindre un moi plus authentique, puisqu'ils finissent par exprimer ce qu'ils ressentent réellement avant que ça explose. Parce qu'il y en a qui généralement, enfin, tu vois, j'en ai vu, qui explosent dans une réunion pour un truc comme ça, parce qu'ils ont cumulé, comme tu disais tout à l'heure, jusqu'à l'éruption finale volcanique. Et ça, c'est rarement très ni positif. Ça a rarement un impact productif au final. Donc toi, ce que tu décris, c'est vraiment une façon de mettre en place un environnement qui leur permet de progressivement, de manière itérative, on va dire ça comme ça, de livrer, apprendre à, en gros, non, j'allais dire se libérer de leurs émotions. Se livrer, déjà. Se livrer sur ses émotions, c'est déjà un grand pas. Ouais, totalement. Totalement. Effectivement, et ça, tu as raison, ça peut jaillir, ça peut. Alors là, je parlais de la peur, ça peut être la colère, ça peut être la tristesse. On sait que la tristesse, par exemple, c'est une émotion qui cherche à créer du lien. Ça invite à chercher du réconfort, du soutien, de l'apaisement dans une situation où on subit un perte, une manque, on subit une perte, un manque. Donc, naturellement, une personne qui est triste, elle amène ses proches à s'intéresser à elle, à lui accorder de l'attention. Mais si son message, justement, n'est pas pris en compte par la personne qui ressent cette émotion, il y a un risque de dépression et puis, au contraire, d'isolement, justement. Bien sûr, et puis là, on rentre dans les Donc, besoins psychologiques, on rentre dans les degrés de stress. Parce que voilà. pareil, Doc, il a parlé des émotions négatives, mais je suis en train de lire un bouquin en ce moment qui parle d'une notion très intéressante, mais quand tu l'entends, tu te dis bah oui, mais bien sûr, mais en même temps qui est pas du tout ancré dans les esprits, c'est qu'on parle d'émotions négatives, mais en fait, elles ont rien de négatif, parce que comme tu le dis, c'est des émotions qui sont là pour nous apporter un message. Ouais, c'est pour. Et on a cette Pardon. Non, on vas-y, a cette croyance de se dire on doit virer les émotions négatives et cultiver les positives, alors que ça n'a aucun Et sens. c'est en fait, quand tu exactement pour réfléchis ça que je dessus. voulais dire. J'ai dit, je veux pas envie de dire négatif parce qu'elles sont pas négatives. Comme tu Ah bah disais, oui, Clem, c'est voilà. un signal. Elles nous indiquent quelque chose. C'est une information à traiter au final. Totalement. Donc non, on est raccord carrément. C'est quoi le bouquin, Val? Peut-être que ça intéressera les auditeurs. Le bouquin s'appelle La lumière rentre, la blessure est l'endroit par lequel entre La la lumière. lumière. Ah, Et c'est bon, ça. c'est d'un psychologue qui s'appelle Moussa Nabati, si je dis pas de bêtises. Je te le reconfirmerai. Extrêmement intéressant. Excellent. Et c'est exactement ça, les émotions, elles sont là pour délivrer un message. Ce que je disais tout à l'heure, pour nous mettre en mouvement. On a besoin d'aller vers quelque chose et elles viennent exprimer quelque chose de sain. À la base, les émotions sont saines et heureusement qu'elles sont là. Là, tu parlais de jaillissement tout à l'heure, typiquement la colère. La colère, c'est quoi? Elle vient poser des limites. Elle vient m'indiquer que Hmm. mes besoins, mes valeurs sont pas respectés. Donc, elle m'invite à mettre des limites, à dire non, à faire respecter mes besoins, à faire changer ce qui me convient pas. Donc, elle est saine dans une certaine mesure, parce que à l'inverse, mettons que une personne accepte tout et n'importe quoi, elle accepte de passer ses convictions sous silence et même de se faire marcher dessus. On sait qu'elle peut finir en dépression, que c'est bon pour personne, ni pour elle, ni pour les autres, ni pour l'entreprise en global. Enfin, ça servira à personne, ce sera du perdant-perdant. Mais si c'est le contraire, si la colère s'exprime en excès, voilà, elle peut faire des dégâts difficilement réparables. Hein. La réconciliation avec des collègues peut être compromise. Il peut y avoir la réputation d'une personne avec qui il n'est pas possible de travailler sereinement. Moi, je me souviens, j'ai une expérience qui m'a marqué. On a tous rencontré des collègues plus ou moins colériques, mais je me souviens en particulier d'une mission que j'étais où il y avait un collègue qui, dès qu'une demande lui était faite, il se mettait dans une colère foudroyante et il se sentait finalement remis en cause personnellement. C'était comme si on l'attaquait personnellement dès qu'on lui faisait la moindre remarque. Du coup, cette colère excessive et même explosive, hein, j'ai envie de dire, Hmm. ça crée un environnement de travail dégradé pour tous les collègues parce que les collègues, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher à trouver des solutions sans passer par cette personne pour pas se confronter à sa colère. Et ça va générer des difficultés. Ça peut générer un surcroît de travail pour chacun pour trouver justement ces chemins détournés. Ça peut amener à une solution dégradée si c'était vraiment cette personne qui était la mieux qualifiée pour traiter le sujet, etc. Donc les effets négatifs, ils sont pour la personne, mais ils sont aussi pour tous les autres autour, pour le service, pour l'entreprise au global. Donc ne pas du tout prendre en compte les émotions
chercher à les étouffer, à ne jamais se mettre en colère, c'est négatif. Trop se mettre en colère, enfin trop, c'est pas qu'on se met trop en colère, c'est qu'on n'avait pas peut-être l'espace sécurisé pour l'exprimer, et du coup on la contient jusqu'à ce qu'elle explose. Ça va pas fonctionner non plus, d'où l'importance, on en parlait à l'instant, de cet espace justement de sécurité psychologique où on puisse se livrer, où on puisse se confier pour déposer ce qu'il y a à déposer, puis pour ensemble voir comment cheminer, comment faire mieux ensemble. Donc, si je résume un peu, et n'hésitez pas à intervenir, en gros, la première étape, c'est déjà de reconnaître l'émotion qui nous anime, déjà, savoir ce que c'est. Est-ce que c'est de la peur, de la colère, de l'anxiété, je ne sais pas. Donc, une fois qu'elle est identifiée, qu'est-ce qu'on en fait? On l'exprime ou on l'exprime pas? Alors oui et non, j'ai envie de dire, soit on peut déjà commencer, on peut commencer par voir qu'est-ce que je ressens exactement et quel type d'émotion c'est, et ensuite chercher à l'exprimer. Mais on peut aussi ne pas être très au clair sur ce que je ressens. Je ressens un bouillonnement, moi j'ai besoin de m'exprimer, et avoir un interlocuteur qui, en nous écoutant, en nous permettant de nous exprimer, va nous permettre aussi de finir par comprendre qu'en fait, l'émotion qu'il y avait derrière, c'était la colère, la tristesse, la peur, etc. Parfois, tant qu'on ne s'est pas exprimé, on n'arrive pas encore à identifier quelle émotion. Donc déjà, là, un peu... on est presque à la thérapie, là, hein, parce qu'il y en a beaucoup, je sais qu'il y en a beaucoup qui peuvent nous entendre, nous écouter, et qui se disent, mais ça, c'est le travail d'un psy, et j'ai pas envie d'aller voir un psy, et enfin, c'est ok, hein, on n'est pas dans le jugement, mais c'est normal d'avoir des réactions comme ça. Ce serait normal. J'en profite du coup pour faire un petit placement de processcom là-dessus, et notamment à l'attention des managers, mais pour n'importe qui personnellement, ça peut aider. La process communication, si vous avez une formation qui propose ça dans votre catalogue interne ou quoi, prenez-la. C'est incroyable à quel point ça vous aide à vous comprendre et à comprendre les relations avec les autres. Et j'en profite pour faire un énorme big up à notre ami Julien Coquinos. C'est grâce à lui que j'ai découvert ça, et merci beaucoup poto, ça a changé ma vie. Et vraiment, c'est nécessaire aujourd'hui dans le monde de l'entreprise, parce qu'on atteint la limite justement de ce sujet du podcast. Voilà, c'était ma petite parenthèse sur ça. Très bien. Merci pour ça. Très très bien. Alors mon Clem, j'ai une dernière question pour toi. Hein, en gros, si une entreprise ou une organisation décide de, non seulement reconnaître les émotions, mais à aider leurs employés à les gérer, intégrer tout cela dans leur culture d'entreprise, quelles sont les difficultés ou les challenges qu'elles risquent de rencontrer, selon toi? Alors, ça rejoint un peu ce qu'on disait au début, c'est-à-dire qu'il y a cette croyance que c'est pas le domaine de l'entreprise et que c'est pas son rôle d'aborder ça, donc il risque d'y avoir une fermeture de certains, en tout cas, à aborder les émotions. Il y en a qui peuvent avoir une vision strictement comptable du temps passé pour les collaborateurs à faire chacune des tâches, et donc peut-être ces personnes-là vont considérer que le temps passé à aborder les émotions, c'est du temps qu'on passe pas à produire. Hein, on rencontre cette même problématique quand on dit tiens, on va annuler les rétrospectives parce qu'il faut produire. Enfin voilà, ce genre de logique que vous avez peut-être rencontré vous aussi sans doute chez certains interlocuteurs dans nos missions. Et puis voilà, le défi c'est aussi de dépasser cette peur d'être perçu comme intrusif, à vouloir imposer un bonheur ou une joie superficielle à coup d'injonction. Vous savez, avec par exemple, ces Chief Happiness Officer dont on entend pas mal parler, et dont le rôle peut être décrié parce qu'il y en a qui disent oh là là, en tout cas c'est perçu comme une négation des ressentis véritables. Ouais. Voilà, c'est ça. La bienveillance toxique. Ouais. Oh, putain. On va pas chercher à entendre les ressentis véritables des collaborateurs, d'avoir une forme d'authenticité. Non, c'est une injonction à être heureux. Ouais, c'est ça. J'adore ton concept de la bienveillance toxique, parce que c'est de la bienveillance bullshit pour moi, mais c'est terrible. C'est terrible. Franchement, je vais le dire le plus professionnellement du monde, mais ça me casse le cul ce truc, mais vraiment. Je sais pas si c'était professionnel. En tout cas, c'est le cas. Ça venait du cœur. On sent que là, ça venait du cœur. Écoute, moi, j'accepte mes émotions. Je cherche pas à être dans le paraître. Et je les exprime. Alors, moi, je pense que c'est important.
Et c'est juste de dire qu'il faut être bienveillant, il faut partir de la bienveillance. Mais après, une fausse bienveillance qui est en fait, au lieu d'être une invitation à s'exprimer, ça devient une invitation à se taire, parce que finalement, si on doit être heureux, on n'a pas le droit d'exprimer quoi que ce soit. C'est exactement l'inverse, c'est-à-dire, quelle authenticité il peut y avoir s'il n'y a pas une expression de ses émotions, et pas que Oui. la joie, les autres émotions aussi. Hein. Et C'est ce que j'allais te demander, du coup, c'est quoi la bienveillance pour toi, la vraie bienveillance? Parce que je pense qu'une bonne définition resynchronisée pour tout le monde, ça serait pas mal. Exactement. Écoute, pour moi, la bienveillance déjà, c'est vouloir du bien. Donc c'est une capacité à se montrer indulgent, gentil, attentionné envers autrui, donc d'une manière désintéressée, d'une manière compréhensive. Donc c'est pas en vue d'atteindre un certain résultat. Si c'est intéressé, c'est plus vraiment de la bienveillance. La bienveillance, c'est accepter l'autre comme il est, être disposé à l'écouter et à l'entendre dans toute son authenticité, justement. Je rejoins totalement cette définition. Merci beaucoup. Donc, par rapport à cette problématique, voilà, d'imposer le bonheur, ou en tout cas la crainte que peuvent avoir certains que là, on va se ramener avec ces instruments-là. Ce qu'il faut justement face à ce défi-là de mal être compris, c'est de bien expliquer qu'il s'agit absolument pas de venir apporter une injonction à être heureux au travail, mais au contraire à donner les outils, les moyens d'être le plus épanoui possible, mais de manière véritable, en s'exprimant avec authenticité sur ce qui va pas aussi, en allant voir les ombres, parce que sans ombre, il n'y a pas de lumière. Et donc, il faut aussi relever le défi d'être crédible, donc en expliquant qu'il ne s'agit pas de jouer les psys sans être armé correctement pour ça. Il s'agit d'être tout simplement à l'écoute de ses collaborateurs. Et ça, c'est plus une option aujourd'hui. Donc, c'est Peut-être on essentiel. pourrait dire être fondamentalement humain. C'est ça. Humain et puis vraiment à l'écoute. Pour moi, c'est le mot-clé. Parce que, bon, j'ai cité certaines émotions, il y en a d'autres encore dont on n'a pas parlé, mais la honte, la culpabilité, etc., qu'on rencontre aussi en entreprise. Et juste un mot sur, j'ai entendu cette phrase très juste dans mon travail en développement personnel sur la honte. Est-ce que vous savez quel est l'antidote de la honte? Non. Non. L'antidote de la honte, c'est la parole. Parce que la honte, elle se nourrit du silence. Et ça, je pense qu'on peut aussi en parler pour les autres émotions. Ce qui est essentiel, c'est un espace de parole en toute authenticité, en modélisant soi-même, en s'exprimant soi-même et en forçant pas les gens, mais en leur donnant cet espace-là. Les résultats seront forcément au rendez-vous. Amen. Très bien, très Excellent. intéressant. Merci beaucoup. Excellent. Merci beaucoup, Clem. Merci, Monval, comme toujours. Merci à nos auditeurs pour Et leur merci à toi, fidélité. Merci à vous. On va se remercier C'est tous bienveillant. ensemble. C'est beau, ça. Toujours. En tout cas, rendez-vous très vite pour le prochain épisode. N'oubliez surtout pas de nous soutenir, de partager, de commenter. Donnez-nous une bonne note. Ça nous aide à faire monter le podcast et à communiquer la parole qui nous semble la plus sensée. Merci à vous et à très salut. vite. Ciao. Ciao.